l'actualité ce soir, l'écho, la monnaie unique de la CEDEAO repoussée à 2025. La faute imputée notamment à la Covid-19 qui a affecté les économies des États membres et qui a poussé ces derniers à accroître leurs dépenses. Mais il n'y a pas que seulement la Covid-19. Il faut aussi résoudre certains antagonismes structurels entre les différents blocs économiques de la CEDEAO qui restent impréalables à la mise en commun des différents systèmes monétaires. On vous expliquera tout dans ce journal. Et dans ce journal, des cas de brûlures d'enfants deviennent récurrents à Bobo-Dioulasso. Plusieurs admissions dans les centres de santé pour des situations souvent graves. En cause, la négligence de certains parents. Mais le manque d'infrastructures sanitaires et même de personnel complique la prise en charge de ces cas de brûlures. Constats et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, immersion à la cité universitaire de la Patte d'Oie. Construite depuis un quart de siècle, la cité est censée résoudre les questions de logement, de restauration, de transport, de sport et loisirs des résidents. Mais comment les étudiants y vivent aujourd'hui et dans quelles conditions? Images et ambiance à suivre dans ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, l'association Monde Rural veut comprendre si la gestion des communes de sa zone d'intervention est satisfaisante. Elle a initié une étude pour évaluer les capacités de gestion des communes concernées. L'association est guidée par les principes de transparence, d'efficacité, mais aussi de prise en compte des questions de genre, de jeunes, mais aussi des questions de droits humains dans les actions en faveur des populations. Ce 30 janvier 2021 à Gourcy, dans le Zandoma, les résultats du sondage ont été présentés aux conseillers municipaux à travers un atelier sur l'état de la gouvernance locale. Un exercice de redevabilité bien apprécié par les participants. Le témoignage de Moussaki. 1230 personnes se sont prononcées sur la gestion des 41 communes du Burkina Faso en 2020. De leur point de vue, les réalisations dans les dites communes sont légèrement au-dessus de la moyenne. Le sondage est réalisé par le Centre des droits humains. L'évaluation porte sur les principes directeurs en termes de bonne gouvernance. Il s'agit de la participation citoyenne comme principe. Il s'agit de la transparence dans la gestion de la collectivité territoriale. Il s'agit de la prise en compte de la femme, des jeunes, et il s'agit de la prise en compte des droits humains dans l'action publique. 8e du genre. Ce sondage constitue une véritable tribune de redevabilité aux yeux de ses conseillers municipaux. L'initiative est de l'AMR, Association Monde Rural. Objectif: améliorer la gestion des affaires communales. Ça nous permet d'apprécier et d'évaluer nous-mêmes nos propres interventions et de voir comment est-ce que nos interventions ont impacté la gouvernance au niveau local. Les 41 communes sondées s'en sortent en matière de communication. Des sessions communales sont retransmises en direct sur des radios locales. Mais beaucoup reste à faire. Nous avons des hauts, nous avons des bas. Mais l'un dans l'autre, ça nous attire l'attention, ça nous conscientise, ça nous amène à vouloir faire davantage. L'AMR, avec cette action-là, nous interpelle tous. Et nous sommes d'accord pour qu'à chaque fois, il y ait ces sortes d'interpellations pour que nous puissions corriger les erreurs. Les 41 communes concernées par le sondage viennent des régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et de l'Est. Elles constituent les zones d'intervention de l'association Monde Rural créée en 1996. À la une de l'actualité ce soir, elle était attendue en 2020, mais sa mise en route va devoir encore attendre. Elle, c'est l'ECO, la monnaie unique qui remplace le CFA et les autres monnaies en cours dans les pays de la CEDEAO. Comme vous le savez, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont décidé de repousser l'échéance pour quelques années encore. Mais qu'est-ce qui bloque la mise en route de cette monnaie unique sur qui beaucoup d'espoirs sont fondés et qui a suscité beaucoup de débats? Des réponses avec Adama Guiti et Vincent Tiendrebego. Une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, le projet est vieux de plusieurs décennies, mais tarde à être concrétisé.
2020 se présentait comme la bonne date pour l'avènement de cette monnaie appelée ECO. Mais l'échéance passée, les chefs d'État de l'organisation réunis semaine dernière en visioconférence optent finalement pour un report de la création de la nouvelle monnaie. Le motif évoqué, le Covid-19. Avec le choc de la Covid, la conférence a suspendu l'application du pacte en 2020 et la deuxième vague montre que ce n'est pas évident pour 2021. Donc le pacte sera suspendu en 2021 également. Et on estime que comme c'est 3 ans, les États doivent faire un effort pour qu'autour de 2025, on puisse avoir un certain nombre d'États, comme on a retenu l'approche gradualiste, pour pouvoir donc aller à la monnaie unique. La CEDEAO, c'est un ensemble hétéroclite de pays. Disposer d'une monnaie unique demande une certaine harmonie au plan macroéconomique, ce que les économistes appellent les critères de convergence. Ces critères, il faut le dire, puisqu'il y en a essentiellement 3. C'est le critère d'inflation que les pays doivent travailler à maîtriser en dessous de 10%. Le critère, effectivement, comment on appelle ça, du déficit budgétaire qui doit pouvoir être stabilisé autour de 3% du PIB, et le critère de la dette. Mais pour certains analystes, il y a des non-dits sur les raisons du rendez-vous manqué de 2020. Le mode opératoire pose problème à certains pays, notamment le Nigeria, qui pèse lourd dans l'économie de la sous-région. Si vous voyez, le Nigeria, depuis, fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Le Nigeria ne veut pas de cet écho-là, en tout cas pas pour le moment, parce que le géant de l'Afrique trouve qu'il n'a pas à s'aborder sa monnaie, sa naira, dans une monnaie qui sera encore arrimée à l'euro. Et l'annonce même de la naissance de cet écho a un peu froissé le Nigeria. Le sommet s'est déroulé à Abuja, mais c'est à Abidjan que Emmanuel Macron et puis Alassane Ouattara ont annoncé. En plus, certains États de l'UEMOA sont accusés de ne pas vouloir un décrochage de l'arrimage du franc CFA avec l'euro, ce qui serait pour eux un saut dans l'inconnu. Toujours en projet, l'éco pourra-t-il être une réalité un jour? Je pense que tôt ou tard, il nous faudra y aller. Mais si on est ensemble, 15 pays, ça fait fort. Et on pourra, par exemple, contrer, par exemple, ce qu'on appelle le Club de Paris. Vous savez ce que c'est que le Club de Paris? C'est l'ensemble des créanciers du Nord qui se sont réunis dans un club informel, mais oh, combien puissant, qui dictent leurs lois. Ils font des recommandations, mais les pays africains sont obligés de suivre. Ce sont les créanciers qui dictent les politiques présentes et futures des économies africaines. Il faut que ça cesse. La France, soupçonnée d'y avoir un intérêt, semble pourtant être en avance sur le camp d'en face. Depuis mai 2020, le gouvernement français a adopté une loi qui a entériné la fin du franc CFA et le retrait de ses représentants à la BCEAO. Mais côté africain, les lignes n'ont pas vraiment bougé vers l'effectivité de l'éco. Et pour la gestion des finances publiques dans nos pays, un manuel est désormais disponible. Son auteur, Philippe Néry Couchon-Nyon, qui vient de le présenter ce 28 janvier au public à l'ENAREF à Ouagadougou. C'est un ouvrage, selon son auteur, qui est écrit pour démystifier les finances publiques. Il y présente le nouveau cadre juridique des finances publiques et les innovations en la matière. Maxime Zongo. Document didactique et de formation, le manuel du financier burkinabé aborde l'ensemble de la problématique de la finance publique. L'objectif, selon l'auteur, étant de contribuer à une bonne gestion de la finance au Burkina. Ce qui m'a motivé, c'est d'abord le souci de mettre à la disposition des praticiens, de mettre à la disposition de nos jeunes frères, de mettre à la disposition du public un ouvrage qui démystifie les finances publiques. Quand on parle de finances publiques, on croit que c'est réservé donc aux financiers. Et le souci à travers cet ouvrage, c'est vraiment démystifier la gestion des finances publiques. Mettre à la disposition du public un document qui est lisible, adaptable et compréhensible. Et c'était vraiment cette motivation, mais aussi ressortir les principales innovations qui vont impacter dorénavant la gestion de nos finances publiques. La dédicace intervenue ce jeudi 28 janvier a connu la présence de sommités, de financiers, mais aussi de nombreux étudiants. Ce guide pratique est destiné à tous ceux qui sont appelés à gérer les finances publiques.
Structurée en 7 parties, l'œuvre comporte 199 pages. Cette dédicace qui entre dans le cadre des activités initiées par la Direction générale de l'ENAREF a été suivie d'une conférence publique sur le thème « Les principales innovations dans la gestion des finances publiques ». Économie toujours, après Malabo, la prochaine édition du CITA, le Salon international du textile africain, se tiendra à Djibouti en 2021. C'est l'occasion d'un vaste marché de promotion et de valorisation du textile africain. Les organisateurs prévoient une parade internationale des tenues traditionnelles, mais aussi industrielles africaines. Oumou Sissé. La 7e édition du Salon international du textile africain CITA en octobre à Djibouti. Après le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, le CITA dresse ses stands dans ce pays carrefour dans la Corne de l'Afrique. Une initiative bien appréciée par les premières autorités djiboutiennes. Notre ami le député aussi, qui va également organiser une exposition de textiles burkinabés. Elle a un défilé de mode aussi africain, n'est-ce pas? Voilà, c'est un jour, je dis, mémorable. Et pour cette édition, le commissariat général du salon entend donner un cachet particulier à la fête. Avec le Covid, le CITA tient aujourd'hui à former 50 responsables d'associations un mois avant le CITA à Djibouti, au tissage et à la teinture. Il y a une formation internationale également avec des experts canadiens par rapport au e-commerce. Il faut trouver quelque chose qui puisse les amener à écouler leurs produits. Et le CITA 2021 à Djibouti, en plus de faire gagner en popularité le textile burkinabé, contribuera du même coup au développement de son économie. Nous comptons amener des dizaines de métiers à tisser à Djibouti. Et ces femmes vont aller dans les régions de Djibouti pour aller former d'autres femmes. Donc quand vous regardez d'ores et déjà, on serait obligé de les envoyer des fils pour tisser. On serait obligé de les envoyer des tisserands. Et d'ailleurs, on nous demande des couturiers. Nous sommes convaincus que ce serait un plus-value. Produire africain et consommer africain, un cri de cœur du commissariat général du CITA, d'où son invite au chef d'État africain de faire du port du textile africain comme tenue scolaire une priorité. Le port du textile africain en milieu scolaire est un des plaidoyers et que nous pensons que ce que nous n'allons pas réussir, peut-être nos enfants, nos petits-enfants vont réussir. Nous sommes convaincus avec le port du textile africain en milieu scolaire. Il y a 4 500 000 d'élèves au Burkina Faso et ailleurs il y en a plus et pour nous ça va prendre. Et ceux qui ne produisent pas le coton, le Burkina va exporter la filature pour les permettre à ce que les tisseuses qui sont là-bas, s'il n'y en a pas, qu'on puisse les former également. Après Djibouti, le CITA déposera ses valises dans un autre pays africain, toujours avec les mêmes objectifs, la promotion et la valorisation du textile africain. En santé, une quarantaine de nouveaux internes intègrent les hôpitaux du Burkina Faso. Ce 30 janvier à Ouagadougou, une cérémonie d'accueil de ces internes est organisée par l'Association burkinabé des internes et anciens internes des hôpitaux qui s'était chargée de l'encadrement des candidats au concours de l'interne des hôpitaux. Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba nous content ici le film de la cérémonie. Des pompes, des exercices de secours, la rapidité dans l'action, bref, toutes ces démonstrations, comme dans une formation militaire, traduisent la mission désormais assignée à ces nouveaux internes des hôpitaux du Burkina Faso. Des internes qui s'engagent à renforcer le personnel de la santé et à offrir des soins de qualité à la population partout où besoin sera. Nous travaillerons dur, nous apprendrons dans l'humilité afin d'acquérir des aptitudes qui nous permettront de servir avec patriotisme, en toute humilité, avec détermination et esprit de sacrifice, tout en gardant à l'esprit que nos patients sont au centre de nos priorités. Des nouvelles compétences accueillies ici à bras ouverts
pas les premiers responsables de la santé. Ce sont des étudiants en médecine sélectionnés parmi les meilleurs et qui vont faire une carrière de 4 à 5 ans à l'intérieur des hôpitaux du Burkina Faso et qui vont participer de façon qualitative à l'offre de soins et à l'encadrement des apprenants. Sacrifice, amour et courage sont entre autres conseils prodigués par le parrain de la cérémonie. Il exhorte ainsi ses filleaux à être des médecins exemplaires une fois sur le terrain. C'est vous qui allez maintenant être regardés, jaugés. Vous allez être observés par vos collègues, par vos maîtres, vos patients, pour déceler ce qui fait la particularité de l'interne des hôpitaux. Et vous allez être les rats de l'hôpital. Et je souhaite que vous soyez les rats de l'hôpital. C'est donc parti pour 4 années pour certains et 5 pour d'autres dans la formation intensive au sein des différents centres de santé du Burkina Faso. Au total, ce sont 40, dont 10 pharmaciens et 30 médecins qui ont réussi à ce concours. Le grand format de ce journal à présent, les brûlures d'enfants sont de plus en plus récurrentes à Bobo-Dioulasso. Le service de la chirurgie pédiatrie du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso enregistre des dizaines de cas par an. Plusieurs causes sont à la base de ces cas de brûlures. Les conséquences sont souvent désastreuses. On assiste à des situations graves qui entraînent même la mort de certains patients. Compte tenu de l'affluence, le service en charge de ces cas de brûlures a du mal souvent à satisfaire pleinement la demande. Il est confronté au manque d'infrastructures sanitaires, mais aussi au manque de personnel. Images qui peuvent choquer. Attention donc aux âmes sensibles, s'abstenir. On fait le point avec Ismaël Saturné Paris. Difficile de qualifier la douleur de ce garçon qui reçoit ici les soins. Comme lui, plusieurs autres patients sont admis au service de la chirurgie pédiatrique du CHU Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Ils ont tous en commun un mal, les brûlures. Je suis ici avec ma nièce. C'est dans la soirée du 27 décembre. On était en train de faire le ménage et on a mis le feu sur les papiers. Et bon, à notre insu, elle était à côté du feu et elle comptait les papiers pour s'amuser au fait, au côté du feu. Maintenant, quand c'est les autres enfants qu'on entendait crier, elle-même, elle ne criait pas. Quand on est sorti trouver, sa robe avait pris feu. L'enfant est revenu de l'école à 10 heures. On était absent. Les autres élèves avaient creusé un trou pour brûler les ordures. Notre enfant est arrivé dans ce trou. Il n'a pas su qu'il y avait le feu. C'est quand il a crié que des gens sont venus à son secours. Mais le feu avait déjà fait des dégâts. C'est un four qui a explosé avec eux. Lui qui était dans les raccords s'est projeté sur lui. Ils étaient trois avec leur papa en train de réparer l'appareil. Pour les spécialistes de la question, diverses causes expliquent ces cas de brûlure. D'abord, c'est des liquides chauds. Parmi les liquides chauds, c'est de l'eau bouillante, soit c'est de la sauce, ou même c'est de la bouillie. Nous avons aussi beaucoup de cas qui sont liés au cas de brûlure par flamme. Parfois, c'est juste même à la maison, quand ils font un peu de feu pour se réchauffer. Nous avons aussi des brûlures liées aux produits chimiques. Et ces produits chimiques, c'est parfois de la potasse ou même de l'acide. C'est un personnel mobilisé au quotidien pour mieux prendre en charge ces situations, aux conséquences souvent fâcheuses. Et ces cas de brûlure ne font qu'augmenter au fil des années. En 2020, on avait autour de 89 enfants qui avaient été hospitalisés pour les cas de brûlure. Il faut aussi dire qu'on a des cas de brûlure, en fait des décès aussi qui s'en suivent, qui sont aussi de plus en plus importants. Et parmi lesquels, il faut dire que sur 3 enfants qui sont hospitalisés, on peut avoir un décès sur 3. Donc pour vous faire comprendre la gravité de la situation. Ici, ce jeune garçon et ce bébé n'ont pas le même statut que les autres. Leur santé s'est améliorée.
ils ont été autorisés à regagner le domicile. Cependant, ils devront se présenter 2 fois par semaine à l'hôpital pour le suivi. Il faut aussi signaler qu'au-delà des efforts consentis pour la prise en charge des patients, d'autres défis demeurent tout de même. En tout cas, nous sommes arrivés, on nous a bien pris en charge, mais il faut noter qu'il y a des insuffisances. Par exemple, nous sommes obligés de mettre les nattes à terre pour que les accompagnants s'asseyent. Et pourtant, ici, on nous demande d'être propre au maximum. Donc, nous appelons vraiment tous ceux qui peuvent apporter de l'aide à nos hôpitaux dans ce sens. Ça sera un atout. Nous appliquons un protocole assez classique et plus simple pour pouvoir les prendre en charge parce qu'on est dans une situation de manque de moyens. Et qui dit brûlure grave demande aussi beaucoup de moyens. Les moyens sont d'ordre matériel et aussi d'ordre humain et aussi d'ordre financier. Pour cela, il faut avoir d'abord un lit même déjà pour pouvoir les hospitaliser. Donc il y a un nombre assez suffisant. Il faut avoir le matériel pour pouvoir les prendre en charge. Et les difficultés d'ordre humain, c'est le manque de personnel aussi. Dans le souci d'offrir des soins de qualité aux patients et de faire face efficacement aux besoins du terrain, le service de la chirurgie pédiatrique du CHU Soro Sanou de Bobo-Dioulasso veut savoir compter aussi bien sur les autorités que sur les bonnes volontés. Il invite par ailleurs les parents à plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer ces multiplications de cas de brûlure d'enfants? La responsabilité des parents est pour la plupart engagée. Les spécialistes pointent du doigt la négligence. Mais comment faire pour ne pas exposer nos enfants au danger? Quelques conseils avec Ismaël Paré. Le gaz et l'homme, des compagnons presque inséparables. Pourtant, un manque de maîtrise, une mauvaise manipulation ou une inattention peut entraîner des dégâts. De nombreux cas de brûlure d'enfants sont enregistrés pour cause de gaz, de feu ou d'eau chaude. D'où la nécessité de prendre des précautions à l'image de Madame Sari. À chaque fois quand je finis de préparer, je serre tellement bien ma bouteille de gaz que souvent j'ai du mal même à ouvrir. Et souvent même il faut un torchon pour que je puisse ouvrir. Et là aussi je montre aux enfants que le gaz est tellement dangereux pour eux. Et si toutefois ils ont besoin de quelque chose sur le feu, si je ne suis pas là et qu'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à tout faire pour appeler une grande personne qui s'y connaît et qui savent ce qu'il y a comme danger. Pour la plupart, la négligence des mamans et le manque de suivi des enfants à domicile sont les principales causes des cas de brûlure. En tant qu'une mère, c'est toi. Il faut suivre ton enfant. Au puis gaz aussi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est la maman seulement qui doit suivre le gaz. Gaz comme charbon, c'est la même chose. Voilà, pas beaucoup de mains là-bas, non. Il y a un manque de sensibilisation. Les femmes ne savent pas comment utiliser les gaz. Souvent, ils laissent les gaz à la portée des enfants et c'est ça qui amène tout ça. Et souvent aussi, les femmes, elles n'ont pas le temps de prendre soin des enfants. Ils laissent les enfants courir à côté du feu ou à côté des gaz, ou à de l'eau ou de l'huile. Donc, à chaque fois, c'est ça qui amène des problèmes. Ce sont presque les mêmes raisons, selon les spécialistes, qui expliquent entre autres les cas d'hospitalisation à la chirurgie pédiatrique du CHU Soro Sanou de Bobo-Dioulasso. Il ressort, en revenant sur ce cas, que ces brûlures d'abord les surviennent dans des situations un peu, on dirait, de négligence parfois. Vous retrouvez des foyers de cuisine qui se retrouvent à l'entrée des maisons, où vous retrouvez des produits inflammables à l'intérieur des maisons. Vous avez des endroits où des enfants, comme on dit dans les grandes cours, vous avez un endroit où les enfants ont tendance à aller jouer ou courir dans des endroits, mais il se trouve qu'il y a un foyer qui est installé là-bas. Un foyer, c'est là où on peut poser, là où on fait la cuisine. Vous avez une marmite chaude, et là, si les enfants vont jouer là-bas et qu'il n'y a pas quelqu'un pour les surveiller, et rapidement les problèmes surviennent. Et pour minimiser ces situations désastreuses, il faut que les parents jouent pleinement leur rôle. L'appel que j'ai à lancer à mes sœurs est qu'ils n'ont qu'à sensibiliser les enfants. Sensibiliser bien les enfants et ne jamais oublier, même avant d'aller se coucher, vérifier que les bouteilles de gaz sont bien fermées.
et bien serré. Et surtout, n'oubliez jamais de laisser un gaz qu'on peut déplacer à côté d'un interrupteur. Les conseils surviennent déjà avant même le traitement, pendant le traitement et même après le traitement. Donc on revient sur ces différents éléments-là. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut mieux surveiller les enfants. Il faut éloigner les sources de chaleur, donc les flammes, les liquides chauds et tout ça. Là, il faut les éloigner des enfants. Et même quand ils doivent retourner, on revient encore sur ces aspects-là. En leur disant de faire beaucoup attention et d'être des vecteurs même à la maison pour éviter que ces situations-là surviennent. Selon les médecins, le taux de cas de brûlure admis dans les centres de santé va considérablement baisser si chaque parent fait preuve de responsabilité dans l'éducation des enfants. Nombre d'enfants sont souvent en contact du feu ou des substances inflammables, toutes choses qui engendrent des conséquences fâcheuses. Et puis, santé toujours, cette publication qui pourra contribuer à redéfinir de nouveaux paradigmes sur le sujet du Covid-19. Un livre collectif vient de paraître aux éditions Venus d'Ébène. C'est une vingtaine d'auteurs qui croisent leurs regards sur le coronavirus dans l'ouvrage. Un récit qui témoigne du ressenti des peuples dont sont issus les différents auteurs face au Covid-19. Oumou Cissé. Regard croisé sur le coronavirus, un ouvrage qui retrace le vécu quotidien de 20 auteurs de 13 nationalités. 20 articles, 20 témoignages différents autour d'une même thématique, la maladie à coronavirus. Et à la page 177 de cet ouvrage, l'article de l'essayiste burkinabé Denise Sidoni Nebié. Un article qui fait ressortir l'impact psychosocial de la maladie. Je sentais que beaucoup de familles vraiment étaient touchées, beaucoup de familles souffraient le martyre en silence. Il y avait également des familles qui étaient ici, qui avaient des enfants, dans des villes où, comme je l'ai dit dans l'œuvre, les morts se ramassaient vraiment par milliers par jour. Et il y a eu des cas, des personnes qui ont perdu des proches à l'extérieur, mais dont le rapatriement du corps était difficile à cause de la pandémie. Tout ça, c'est des souffrances humaines. Des souffrances humaines qui ont permis à l'humanité de se repenser, selon Denise Nebié, d'où le titre de son article « Au-delà du Covid-19, une opportunité pour de nouveaux paradigmes ». La Covid est venue comme un coup de pied dans la fourmilière pour nous dire attention, on a atteint la ligne rouge. C'est des opportunités pour repenser de nouveaux paradigmes dans tous les domaines. Nos relations à nous-mêmes, nos relations avec les autres, avec la communauté, nos manières de faire la politique, nos manières d'élaborer nos documents. Regard croisé sur le coronavirus, le vécu quotidien de 20 auteurs et la contribution de ces auteurs à la lutte contre le Covid-19. L'ouvrage est vendu à la librairie Mercury au prix de 8 000 francs CFA. Je le disais en titre, la cité universitaire de la Patte d'Oie fait partie des 3 cités universitaires de Ouagadougou. Elle a été érigée il y a un quart de siècle pour offrir de meilleures conditions de vie et d'études aux étudiants. La cité est censée résoudre les questions de logement, de restauration, de transport, de sport, de loisirs des étudiants. Comment les étudiants y vivent aujourd'hui et dans quelles conditions? Une de nos équipes s'est intéressée au sujet. Immersion avec Adama Guiti et Ahadi Sandamba. Cité universitaire de la Patte d'Oie, capacité d'accueil officielle de 526 lits. Ici, il y a les chambres de 2 lits et celles de 4. C'est la 3e plus grande cité après celle de Kosodo et de l'université Thomas Sankara. C'est vraiment coincé et la preuve en est qu'on a certains camarades qui ne vivaient pas dans les cités. S'ils viennent nous rendre visite, ils se font le plaisir de dire que nous vivons en prison. Mais comme on le dit, c'est un cadre social. Donc on n'est pas là pour se sentir à l'aise, mais on est là pour les étudiants. Du moment où tu peux dormir, te réveiller et puis bosser, là, je pense que voilà, on va s'adapter. Système D, solidarité. Ici, le maître mot reste le pragmatisme et l'optimisation. Ici, comme dans les autres cités universitaires, il y a un phénomène des Cambodgiens, les résidents non officiels, c'est-à-dire ceux-là qui négocient le gîte avec leurs camarades. Une solidarité qui coûte cher au Centre national des œuvres universitaires. Nous avons des cités universitaires à Ouagadougou, à Bobo et à Koudougou seulement. Sur ces 3 villes,
En eau et en électricité, nous consommons plus de 600 millions par an. Vivre en cité comporte ses contraintes. Les résidents sont ainsi obligés de composer avec le bruit quasiment permanent. Difficile donc, dans ces conditions, de réviser sereinement ses cours. Il n'y a pas de règle. Donc quelqu'un peut se lever comme ça, il dit à son anniversaire, il commence à crier là-bas, il met là, ça dérange vraiment. Donc pour bosser, généralement on est obligé de sortir pour aller dans d'autres endroits plus éloignés de la cité pour pouvoir avoir un peu de tranquillité. Parce que déjà que les chambres ne sont pas assez grandes. Quand ta colocataire est là, tu ne peux pas bosser dans la chambre. Les salles de boss, tu es là-bas, ça fait du bruit aux alentours, tu ne peux pas bosser. En tout cas, si c'est l'aspect calme, là, il n'y en a vraiment pas. La cité est octroyée à chaque étudiant pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Cependant, il y a des difficultés, surtout dans un contexte où les années académiques se chevauchent. C'est dire que l'on peut finir son mandat en cité, mais être toujours en première année. C'est le cas de Naomi Gambo qui actuellement ne sait plus à quel sein se vouer. Par exemple, moi j'ai eu le bac en 2018 et on n'a même pas encore fini la première année. Et déjà ton mandat est fini. On est encore en S2. S2 pour bac 2018, c'est vraiment compliqué. Et voilà qu'après 2 ans, pas même un bon 2 ans, 1 an beaucoup, qu'on te dit de partir. Donc c'est un peu compliqué. Il est 11h, l'heure d'ouverture du restaurant ici. Tous les jours, c'est le même rituel pour les locataires. Il faut prendre le rang pour accéder au réfectoire. Contre un ticket, Pascal Compaoré a droit à un plat de son choix. À table, Pascal doit partager son plat avec 2 autres étudiants. C'est une tradition ici. D'ailleurs, sur la même table, d'autres étudiants partagent également leur plat avec des amis. Manger en FM, à entendre par là en fréquence modulée, c'est l'expression consacrée à cette façon de faire. Souvent, il y a des camarades qui ont des difficultés à avoir des tickets. Donc, en tant qu'étudiant, c'est la solidarité qui fait qu'on se partage les plats. Souvent aussi, quand moi aussi je n'ai pas de ticket ou je n'ai pas de plat, je m'associe à eux pour pouvoir manger. Voilà, c'est ce qui fait qu'ensemble, on a partagé le plat. C'est la solidarité. Bon, comme il y a pris un plat de paro, d'habitude, je ne peux pas finir le plat. Donc, bon, ça se joue pour conserver un peu les tickets, pour faire l'économie des tickets. C'est dire donc qu'en termes de quantité, le prestataire est irréprochable. Cependant, les étudiants résidents de la cité de la Padoua pensent que la qualité de la nourriture servie ici laisse à désirer. Pourtant, d'énormes efforts sont faits dans ce sens afin de permettre aux étudiants d'être à l'aise. Du reste, c'est de l'avis de l'administration du CNU. Je peux rassurer l'ensemble des étudiants qu'il y a des efforts qui sont faits et que, après, bon, en termes de goût dans la bouche de chacun, ça peut être différent. Mais si c'est en termes de qualité, de respect, de l'hygiène, des normes, etc., il y a beaucoup d'efforts et nous veillons. S'il y a des gens qui mangent ici, d'autres par contre préfèrent emporter leur plat. Et c'est un business qui s'est développé autour de la question de l'emballage. Le prestataire lui-même vend des sachets sur place. Une situation qui, même si elle n'est pas légale, soulage bon nombre d'étudiants. Ça répond à une demande. Mais il faut que nous travaillions pour qu'on puisse trouver vraiment les meilleurs moyens de prendre les repas là que de passer par ces sachets noirs ou ces sachets blancs là. La cité universitaire de la Padoua a accueilli ses premiers résidents en 1996. Avec une capacité d'accueil de 256 places, aujourd'hui, ils sont plus d'1 millier à y résider. Et puis les résidents de la cité universitaire de la Padoua, donc à Ouagadougou, célèbrent, comme je l'ai dit, le 25e anniversaire de la dite cité. L'ouverture officielle de la cérémonie est intervenue ce 28 janvier 2021 à présence de Ahadi Sandamba. 1996-2021, 25 ans que la cité universitaire de la Padoua a ouvert ses portes aux étudiants. Et en 25 années d'existence, ce sont plusieurs milliers d'hommes et de femmes qui y sont passés. Quoi de plus normal pour marquer une halte afin de se pencher sur les conditions de vie des étudiants. C'est la question du château d'eau qui est en panne. On doit regarder assez rapidement. Il y a une question de bitumage qui a été évoquée. Là, je pense que le ministre en charge des infrastructures est un partenaire privilégié de notre ministère. Je pense qu'on va lui reverser la question du bitumage pour qu'il voit ce qu'il peut faire. Bon, il y a des problèmes résiduels ayant trait aux poubelles et autres. J'en ai appelé à leur engagement citoyen pour faire face à ces difficultés-là. Et du côté de l'administration du Centre national des œuvres universitaires, structure en charge de la gestion des cités,
l'on entend stimuler le civisme des étudiants à travers de nouvelles initiatives. Nous avons décidé cette année de mettre un concours aux meilleures cités. L'objectif justement c'est de regarder pas ce que l'administration fait pour les cités, mais ce que les résidents eux-mêmes sont capables de faire pour améliorer les conditions, leur cadre de vie, etc., etc. Mais en attendant, c'est la fête à la cité de la Padoue. 96 heures d'activité culturelle pour ce jubilé d'argent. Nous avons travaillé de telle sorte à avoir des belles initiatives, notamment le concours d'art oratoire, d'art culinaire, d'art capillaire, de conférences, partage d'expériences, des sketchs, des prestations artistiques. C'est le lieu également pour les anciens résidents d'apporter leurs témoignages et expériences aux résidents actuels pour une vie plus épanouie en cité. Les 25 ans de la cité universitaire de la Padoue se déroulent du 28 au 31 janvier. Dans le journal également, la campagne sèche dans le Kénédougou donne des sourires. 200 millions de francs CFA, c'est la somme engagée par la vente des 1000 tonnes de pommes de terre produites dans la commune de Sendo. À la production de pommes de terre, il faut ajouter plus 100 tonnes d'oignons, ce qui fait de cette commune la plus grande productrice de pommes de terre de la région des Hauts-Bassins. Et en dehors de Sendo, la campagne agricole sèche se déroule relativement bien un peu partout dans le Kénédougou. Les constats avec Sidiki Milogo et Karim Sissé. Des champs d'oignons et de pommes de terre à perte de vue. Nous sommes à Sendo dans le Kénédougou. Pour cette campagne agricole sèche, plus de 100 hectares en pommes de terre et 20 en oignons sont emblavés par 200 exploitants, dont 80 femmes. Les productions que nous faisons à Sindé ici nous aident beaucoup, surtout pour la scolarisation de nos enfants, dans le domaine de la santé, les moyens de déplacement, ainsi de suite. Nous récoltons à peu près 1000 tonnes et quelques que nous vendons sur le marché à 200 francs le kilo. Si vous prenez 200 francs le kilo avec 1000 tonnes, je crois que ça fait quelques millions. Nous sommes satisfaits pour le moment. La production d'oignons nous aide beaucoup, car nous arrivons à avoir un peu d'argent pour subvenir à nos besoins et à rembourser nos prêts. C'est vraiment rentable. Une performance acquise grâce à l'appui conseil et au respect des bonnes pratiques culturelles prodiguées par les agents techniques d'agriculture. Le système d'arrosage ici, c'est avec la motopompe et puis la calebasse qu'ils utilisent pour arroser, puisque la nappe phréatique est superficielle. Donc quand on crée des puisages de 1 à 3 mètres, on a de l'eau. Donc ils utilisent les calebasses pour arroser. La motopompe également, ils font des planches, mais ils utilisent le raccord pour arroser la pomme de terre. Et le maïs aussi, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est surtout la motopompe ou encore arrosoir pour certaines. Haute superficie mise en valeur, même sentiment de satisfaction exprimé par les membres du groupement Faso Yataga. Un groupement de 30 membres exploitant 4 hectares ici à Djeri, dans la commune de Orodara. Nous, on vend les tomates là par caisse. Bon, si c'est l'oignon là, on peut donner de la quantité dans ça. Parce que ceux qui travaillent ici, nous sommes beaucoup. Mais il y a d'autres qui peuvent gagner 80 sacs, 50 sacs. À l'heure actuelle, on trouve tous les stades de développement des plants. Nous avions des plants comme la tomate, et l'oignon, le chou, les aubergines, les charlottes, qui sont presque à maturité. Et parlant maintenant des autres, nous avons la pomme de terre, qui est également produit, qui n'est pas encore à un stade développé. Pour le riz, dans la plaine de Banzon, nous sommes au stade pépinière. Bonne physionomie des champs pour cette campagne agricole sèche. Toutefois, les producteurs sont confrontés à quelques difficultés. Il s'agit entre autres de l'accès aux intrants, l'écoulement des productions et l'état des voies. Car cela ne tienne, tous les acteurs sont déterminés à jouer leur partition
dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. En culture, le Naba Saga 1er de Isuka, un des quartiers de Koudougou plutôt, a célébré ce 30 janvier 2021 sa fête coutumière appelée Nabasga. En raison de la pandémie du Covid-19, les festivités ont connu un nombre limité d'invités. À Hadi Sandamba, Adamagiti. Naba Saga 1er reçoit ici des salutations et des présents des populations de son ressort territorial. Nous sommes à la cour royale de Isuka, dans la ville de Koudougou. C'est la fête coutumière du chef communément appelé Nabasga. En début de cérémonie, le chef sort une première fois avec une toge rouge et un sabre. Une tenue pour rappeler que le chef est capable d'aller au front pour défendre son peuple. Ensuite, une deuxième sortie avec une tenue blanche, qui signifie que le chef est et demeure un homme de paix pour son peuple. Et enfin, une troisième avec une toge multicolore pour montrer que c'est l'ensemble des couleurs qui fait la beauté de la vie. C'est avec ces couleurs que le chef reçoit maintenant les salutations de ses invités. Et cette année, le Nabasga de Isuka est placé sous le signe de l'espoir au regard de la situation sécuritaire et sanitaire que connaît le Burkina Faso. Au-delà de toutes ces difficultés, il faut que nous ne baissions pas la garde, il faut que nous ne baissions pas, que nous ne perdions pas espoir. Si nous nous disons que demain il n'y a pas espoir, nous allons mourir aujourd'hui en vivant. Alors que celui qui marche en étant mort n'est pas utile à la société. Et moi je veux qu'il y ait tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont venir, les enfants que vous avez vus, qu'ils portent de l'espoir pour pouvoir construire notre pays. Notre habillement, notre demeure, notre dire doit porter de l'espoir. Naba Saga 1er règne sur Isuka depuis plus d'une décennie. Et selon l'histoire, Isuka serait le premier quartier fondateur de la ville de Koudougou. Et puis ce samedi 30 janvier 2021, les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Nédogo ont célébré les 10 ans de la création de leur paroisse autour de Monseigneur Gabriel Sayago. Un jubilé d'étain pour rendre grâce à Dieu et implorer ses bienfaits pour la paroisse. Maïmouna Traoré. Un grand moment dans la vie des fidèles chrétiens de la paroisse Jean-Marie Vianney de Nédogo. Ce 30 janvier, ils fêtent les 10 ans d'existence de leur paroisse. Des autorités administratives et coutumières, ainsi que des ressortissants de Nédogo vivant dans d'autres localités, se sont joints aux résidents pour ce jubilé d'étain. Par des prières, des chants de louanges et d'adoration, ils expriment leur reconnaissance à Dieu pour la foi donnée, pour ses merveilles et les grâces reçues. Célébrer les 10 ans, c'est comme si nous faisions une halte pour voir ce que nous avons déjà reçu et en perspective travailler pour l'avenir. Et c'est ce qui nous a amené à rendre grâce pour 10 ans de grâce. Pour les années à venir, nous allons œuvrer pour que ces grâces-là fructifient. Nous avons vécu des moments de joie et de peine, mais nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. C'est en août 2010 que l'église de Nédogo a été érigée en paroisse, rapprochant ainsi les fidèles de leur pasteur. Quand notre église dépendait de la paroisse de Zorgo, il nous fallait parcourir plus de 40 km pour les mariages et les baptêmes. Depuis l'érection de notre église en paroisse, nous faisons tout sur place. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Je formule le vœu que les fidèles chrétiens, aux côtés de nos frères musulmans et protestants, nous continuons à vivre notre foi, nous continuons à prier pour l'harmonie dans notre communauté locale, mais également pour l'harmonie, pour la paix dans notre pays. L'évêque de Koupéla, Monseigneur Gabriel Sayago, a exhorté les fidèles à l'amour, au pardon et à se donner la main pour construire et fortifier la paroisse. Un mot de sport pour refermer cette édition. Le Maroc valide son ticket pour les demi-finales du CHAN 2021.
Les Lions de l'Atlas ont battu les Chipolopolo de Zambie cet après-midi à Douala par le score de 3-1. Mariam Ouattara. Pas de round d'observation entre Lions de l'Atlas et Chipolopolo. Le Maroc tient son rang et donne une déculottée à la Zambie. Les choses n'ont d'ailleurs pas tardé à se dessiner puisque dès la première minute de jeu, Soufiane Rahimi surprend Alan Chiboué. La Zambie est cueillie à froid et n'est pas au bout de ses peines. Car à la 8e minute, Mohamed Ali Benmamer fait le break au nez et à la barbe de la défense zambienne. Pour ne rien arranger pour les Chipolopolo, Zakaria Chilongochi écope d'un rouge suite à cette vilaine faute et est expulsé à la 22e minute de jeu. En plus d'être menée, la Zambie évolue désormais en infériorité numérique. Logiquement, le cauchemar se poursuit avec 7 mètres de Paul Katema dans la surface zambienne. Le pénalty est transformé par Ayoub El Kaabi. 3-0 pour le Maroc à la pause. À la reprise, les Lions gèrent et laissent l'adversaire jouer. Cependant, les Zambiens ne trouveront le chemin des filets qu'à la 80e minute grâce à Moses Firi. 3-1, c'est le score au sifflet final. Le Maroc continue donc l'aventure et hérite du Cameroun, pays hôte, pour les demi-finales. Et puis, le dernier ticket va à la République de Guinée. Le Sili national complète le carré d'as en battant les Amovi de Rwanda par 1-0. La Guinée croise le Mali pour le choc ouest-africain de la demi-finale. Ce serait le mercredi à partir de 15h, suivi du Cameroun-Maroc à 19h. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB et excellente reprise à vous. Au revoir.